Tihar, à Delhi. Autrefois l'une des plus tristement célèbres d'Asie. C'était une violence totalement gratuite. On y pendait et torturait à tour de bras. Aujourd'hui, Tihar est une prison de sécurité maximale qui veut s'acheter une conduite. Tout semble propre, verdoyant et calme. Mais son côté sombre n'a pas entièrement disparu. On peut se faire tuer n'importe quand. On n'est jamais à l'abri. Le nouveau directeur général de la prison et son équipe ont la lourde tâche de garder sous les verrous plus de 10 000 détenus. Nous avons beaucoup de gangsters et de terroristes entre ces murs. Un homme totalement étranger à ce monde vient d'arriver. C'est à ses dépens qu'il va découvrir la vie carcérale dans le plus grand centre de détention d'Asie. Chaque jour, l'un après l'autre, les fourgons cellulaires déversent leur flot de prisonniers. Plusieurs milliers d'individus sont incarcérés ici chaque mois. Ashir Kumar n'a encore jamais fait de prison. Arrêté pour violence conjugale et non-paiement de la pension alimentaire, il a été envoyé ici par le juge, directement du tribunal. Non. Ashir Kumar. Nom du père. Shri Arun Kumar. Métier. Je suis dans les jeux vidéo. Des cicatrices. Celle-ci. Une autre. Sur le front. Une fois les formulaires d'entrée remplis, un bilan de santé permet de détecter les maladies requérant des soins. Des addictions? Oui, docteur. Lesquelles? Alcool et cigarettes. Tuberculose, asthme, épilepsie, VIH, diabète? Des médicaments? Non. Ouvrez la bouche. Comme tous les nouveaux arrivants depuis l'ouverture de la prison en 1958, Ashir subit une fouille au corps complète avant d'être dirigé vers son bloc. J'ai déjà entendu parler de Tihar. Mais c'est ma première incarcération. J'ai un peu peur, je ne sais pas à quel genre de gens je vais avoir affaire. Un co-détenu le fait entrer. Comme le prévoit le système judiciaire indien, Ashir, dont la prochaine comparution devant le tribunal est prévue dans un mois, a été mis en détention provisoire. En attendant, il va devoir s'habituer à son nouveau domicile. Tihar a accueilli quelques criminels parmi les plus dangereux du globe, dont le tueur en série Charles Sobrage, et des terroristes aussi, Ahmed Omar Saïd Sheikh, l'assassin présumé de Daniel Pearl, et Maulana Massoud Azhar, soupçonné d'être impliqué dans les attentats du 11 septembre. Ce complexe de 160 hectares abrite 9 secteurs séparés, 8 pour les hommes et un seul, le numéro 6, pour les femmes. Chaque secteur est divisé en quartiers comprenant chacun plusieurs blocs de cellules. Plus de 10 000 prisonniers s'entassent entre ces murs, ce qui fait de Tihar l'une des plus grandes prisons du monde. Violeurs, terroristes,
assassins, trafiquants de drogue et chefs de gang se mêlent aux petits délinquants et aux criminels en col blanc. Pour les 700 employés, chaque nouvelle journée apporte son lot de difficultés. Le directeur général de la prison, Brijesh Kumar Gupta, a travaillé 35 ans dans la police indienne, d'abord comme chef de la brigade criminelle de Delhi, puis dans le service de sécurité du Premier ministre. Depuis la salle de contrôle, il assiste à l'agression d'un gardien par un détenu. Les policiers de la TSP, la force spéciale du Tamil Nadu, refusent d'intervenir. Pourquoi ils ne bougent pas? Ils sont plusieurs. Prévenez tout de suite le commandant de la TSP. Regardez-moi ça. Il faudrait tous les suspendre. Appelez le commandant. Quelle est notre mission? Elle est tout d'abord de garantir la sécurité de tous les détenus. Mais ils sont très nombreux. Nous avons en permanence 11 000 individus à notre charge. Gérer une telle masse de prisonniers est extrêmement difficile. Dans le secteur numéro 3, Achir commence sa vie de détenu. Il est 5h30, l'heure de l'appel. Debout là-dedans! On se dépêche! Pour Achir, cette première nuit a été particulièrement éprouvante. Quand je suis entré dans le bloc, tout le monde m'a regardé fixement. C'était vraiment bizarre, à croire que j'avais commis un crime horrible. J'ai passé une nuit affreuse. Il y a plein de moustiques et de punaises, et la couverture est tellement rêche que c'est une vraie torture. Essayez, vous verrez, ça arrache la peau. Les lumières restent allumées toute la nuit, et on est les uns sur les autres. On n'a aucune intimité. Il y a tout le temps des gens qui parlent fort. Bref, je n'ai presque pas dormi. Heureusement pour Achir, l'administration pénitentiaire propose différentes activités de soutien pour les détenus. On organise régulièrement des séances de yoga, de méditation et d'éveil spirituel. De cette façon, de négatif, l'état d'esprit des prisonniers devient positif. Les pelouses de la prison offrent aux détenus qui le souhaitent le calme nécessaire à la méditation. Condamné à perpétuité pour le meurtre d'une mannequin, Siddhartha Vashishta a déjà passé 8 longues années à Tihar. Issu d'une riche famille d'industriels et d'hommes politiques, celui que toute l'Inde connaît sous le nom de Manu Sharma n'était pas prêt pour la vie de prisonnier. Il m'est arrivé quelque chose de très significatif la première nuit que j'ai passée ici. Je me dirigeais vers ma cellule quand un vieux monsieur, un type grand et maigre, s'est approché de moi. Il m'a tendu une grosse pierre et il m'a dit « S'il vous plaît, mettez ça sous votre lit. » Je lui ai demandé pourquoi et il m'a simplement répondu « C'est un conseil. » Je ne voyais pas où il voulait en venir. Alors je lui ai reposé la question et là il m'a dit « Quelqu'un peut vous vouloir du mal. » J'ai donc mis la pierre sous ma tête et j'ai essayé de dormir. Mais après ce qu'il m'avait dit, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est seulement le lendemain matin que j'ai su que le type qui m'avait donné la pierre avait 20 meurtres à son actif. Et que celui contre lequel il me mettait en garde en avait une trentaine. Vous savez, quand on atterrit en prison, on se retrouve avec des criminels endurcis. J'étais terrifié. Les 5 premiers jours, j'ai craint pour ma vie. Et aujourd'hui encore, j'ai peur.
Dans le secteur 3, le Britannique Edward Joseph Ellis, arrêté pour possession de drogue, a passé 7 ans et demi à Tihar. Lui aussi se souvient de son arrivée. Ça a été un véritable cauchemar le premier jour. On m'a emmené au bloc, c'était en pleine nuit. Le gars a ouvert la porte. Je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie. C'était absolument incroyable. Le sol était jonché de corps. On a appelé quelqu'un et au fin fond de la pièce, on a vu un de ses corps se lever. Il a commencé à enjamber les autres corps, un par un, et il est arrivé jusqu'à nous. Après ça, il en a séparé 2 pour me faire une petite place. Et c'est là que je me suis allongé. Tête bêche, épaule contre épaule. En ce temps-là, les cellules étaient d'une saleté repoussante. Les murs étaient recouverts de 60 années de sueur accumulée, de toute cette crasse que laissent des milliers de corps qui se frottent. Il y avait des latrines, enfin soi-disant parce qu'il n'y avait pas d'eau courante. En quelques heures, elles étaient bouchées. On pataugeait dans les excréments et l'urine. C'était ça, Tihar. Tête bêche, épaule contre épaule. L'adaptation aux conditions de vie de la prison ne s'est pas faite sans mal. À l'époque, dans les blocs, c'était le règne de la violence totalement gratuite. C'était indescriptible. On pendait et on torturait à tour de bras. À Tihar, la violence est omniprésente. Par le passé, elle a parfois viré au drame. Dans la nuit du 4 octobre 1990, un prisonnier est à l'agonie. Il va très mal. S'il vous plaît, il faut absolument appeler un docteur. Ça fait 2 heures qu'on attend. Il est où le médecin? Quelqu'un a appelé le médecin? On a essayé, mais il ne répond pas au téléphone. Il viendra quand il pourra. Reculez! Le malade est au plus mal. Et toujours pas de médecin en vue. Il attend quoi? Qu'il soit mort? Il va crever, c'est sûr. À bout de force, le détenu finit par mourir. La situation peut dégénérer à tout instant. La tension monte. Les heures passent. Et personne n'est encore venu chercher le corps. Le lendemain matin, la situation est devenue explosive. Des gardiens armés arrivent en force.
les prisonniers transforment les bonbonnes de gaz en bombes. Les représailles ne se font pas attendre. Lorsque le calme revient, les cadavres de 9 détenus jonchent le sol. C'était il y a longtemps. Il y a eu une émeute et des gens ont été tués. Ça s'est passé vers 1990. Depuis 4 ans, touchons du bois, personne ne s'est évadé. La prison est considérée comme très sûre, du fait de sa configuration particulière et de sa très grande superficie. Chaque quartier est isolé par des murs de plusieurs mètres de haut. Chaque secteur est à son tour protégé. Et tout autour du complexe se dresse une grande enceinte, à plusieurs mètres des différents secteurs. Les prisonniers sont très éloignés du mur extérieur. Et les individus à haut risque sont enfermés au cœur du complexe, dans un quartier spécial surveillé par des gardes armés. Il y a donc plusieurs niveaux de protection, ce qui rend toute évasion très difficile. On peut passer 2 barrages, pas 4. À l'intérieur de chaque secteur, la sécurité est assurée par des gardiens munis de bâtons. Dans les quartiers de haute sécurité, le long des murs entourant chaque secteur et dans les allées, ce sont des militaires qui patrouillent, armés de fusils d'assaut et de mitrailleuses. Des véhicules blindés et des forces de réaction rapide patrouillent 24 heures sur 24. Malgré le renforcement du système de sécurité après une série d'évasions, les détenus rêvent toujours de s'évader. J'ai passé la première année à chercher un moyen de sortir d'ici. Mais je n'en ai trouvé aucun. Ça a été mon premier grand choc. J'étais coincé. Pourtant, la 2e et la 3e année, j'ai continué à chercher. Ça m'a permis de connaître chaque recoin de la prison et de comprendre que sans recourir à la violence, ce qui était inacceptable, je ne sortirais jamais d'ici. On n'a pas le choix. Jour après jour, on doit s'adapter. Toujours dans le secteur 3, mais dans un autre quartier, Achir s'habitue à sa nouvelle vie. Bien qu'épuisé par le manque de sommeil, il essaie de faire sa toilette. Donne-moi un récipient, j'ai besoin d'eau. J'étais là avant. Je me lave le visage. Tu dois faire la queue. Ok. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait cette tournure. Qu'un jour, je passerai la nuit en prison. Comme Achir, environ 80% des détenus passent actuellement en jugement dans différents tribunaux de Delhi et attendent ici la fin de la procédure. Jusqu'à 14 000 individus peuvent ainsi s'entasser à Tihar, dont la capacité d'accueil est théoriquement limitée à 5 200 prisonniers. La surpopulation nous pose de sérieux problèmes. Quand tout est prévu pour accueillir quelques 6 000 détenus et qu'ils sont 12 000, vous imaginez les conséquences. Tout devient ingérable. Le système de sécurité, les visites extérieures, l'approvisionnement en eau, en électricité, la nourriture, les installations médicales. On est dépassé. Comme tous les derniers arrivants, Achir doit se faire expliquer le règlement. Bloc numéro 10. Les détenus incarcérés hier soir sont priés de se présenter au bureau. Entrez. C'est moi le responsable ici. En cas de problème,
vous venez me voir. L'un de vous a déjà fait de la prison, quelque part? Non. Pas du tout. Vos familles, elles sont au courant? J'ai envoyé un SMS. Écoutez bien toutes les annonces. C'est à vous de savoir que vous avez été appelé, pas à moi. Et surtout, vous n'êtes pas autorisé à sortir de ce quartier. Le déjeuner est servi à midi. À Tihar, les menus sont végétariens. Chaque jour, les détenus préparent 3 repas, plus quelques encas, pour 11 000 personnes. Le travail est obligatoire pour tous les condamnés à des peines de prison ferme, mais facultatif pour ceux qui sont en préventive. Tihar fonctionne donc en partie grâce à ces détenus. Nous avons un programme éducatif qui est géré par les prisonniers et aussi une usine dans le secteur 2, dont le chiffre d'affaires s'élève à 180 millions de roupies. Chaque matin à 8 heures, 900 détenus se dirigent vers les différents ateliers de l'usine. Ici, on fabrique entre autres du pain, des vêtements et des meubles. Contrairement à Achir, qui est en détention provisoire, Manu Sharma est contraint de travailler. Depuis son arrivée, grâce à ses talents de gestionnaire qui ont autrefois rapporté des millions de dollars à sa famille, il a triplé le chiffre d'affaires de l'usine. Aujourd'hui, il consacre sa journée à l'atelier de menuiserie. Kembaï, Oui, tu as combien de bureaux? 250 pour aujourd'hui. C'est insuffisant. Tout a été inondé. On ne peut pas travailler normalement. Pour Manu, la pluie n'est pas une excuse. Il tient à livrer aux autorités le nombre de bureaux promis. Il m'en faut 300. D'accord. La production de biens ne contribue pas seulement au financement de la prison. Elle présente manifestement des vertus thérapeutiques. Pendant qu'ils travaillent, ces 900 détenus ont l'esprit occupé. Ça les tient éloignés des mauvaises pensées. À leur arrivée, les gens sont extrêmement négatifs. C'est ce qui explique leur comportement délictueux. Tihar abrite toutes sortes de prisonniers. Si la plupart ont commis des délits mineurs, certains sont des criminels endurcis. Notre devoir est de rendre à la société un individu réadapté, qui peut devenir un bon citoyen. Un individu qui, pendant son incarcération, a acquis un savoir-faire. L'administration carcérale a mis en place plusieurs programmes de formation gratuits, dont le cours de coiffure d'Amjad Habib. Vous soulevez cette mèche et vous coupez. Regardez. Parmi ses élèves, Amjad Habib compte des détenus accusés de prostitution, de trafic de drogue et même de meurtre. Bien que le secteur numéro 6 soit réservé aux femmes, le personnel n'a pas la tâche facile. Ces enfants, que leurs mères sont autorisées à élever en prison jusqu'à un certain âge, offrent une image rassurante. Pourtant, ici aussi, la violence existe. Il y a quelques années, une détenue a agressé Renou, la surveillante générale de l'hôpital du secteur 6. J'étais de service ce jour-là. Je devais m'assurer que les patientes de l'unité psychiatrique prenaient bien leurs médicaments. On fait ça pour éviter les trafics. Donc, cette patiente est venue prendre son médicament, mais elle a essayé de le cacher et de sortir avec. Je lui ai pris la main. Et c'est là que la détenue s'est jetée sur moi. J'ai riposté. Je l'ai frappé à mon tour pour me défendre. Je l'ai frappé et je lui ai tiré les cheveux. Et elle m'a mordu, là, au coude.
Cette patiente avait le VIH. J'étais terriblement inquiète. Ça m'a pris près d'1 an pour me remettre de l'agression. J'avais peur d'avoir été contaminée, de mettre toute ma famille en danger. J'étais tellement effrayée que je refusais de remettre les pieds ici. Renu a repris son poste après 1 an d'absence. L'administration du secteur 6 est continuellement confrontée à des manifestations d'agressivité. Dès qu'on se montre sévère avec les détenus, on devient une cible. Peu importe qu'on fasse partie du petit personnel ou qu'on soit gradé. Elle n'hésite pas à s'en prendre à la directrice. Dans l'histoire de Tihar, la violence est une constante. Heureusement, la nouvelle politique carcérale prévoit d'éloigner les détenus comme Ashir des plus dangereux criminels. Ashir Kumar, fils d'Arun Kumar. Tu as de la visite. Pour Ashir, c'est une excellente nouvelle. Mon frère est venu avec un ami. Il a sûrement eu mon message d'hier. Ashir a beau être nouveau ici, il a vite capté l'ambiance. Les policiers nous ont tous fait déshabiller pour la fouille. Ils m'ont pris l'empreinte du pouce pour leur fichier informatique et ils m'ont même brutalisé. Quand tu n'as jamais été en prison, ça te fait un sacré choc. Tu te demandes quand on va te briser les genoux. Dans sa cellule du secteur 3, Edouard attend la visite de son avocat, venu discuter de la prochaine audience. Son procès dure depuis 7 ans déjà. J'ai été arrêté en mai 2003. Mais aucune charge n'a été retenue contre moi jusqu'en novembre 2004. Soit 1 an et demi après. Entre l'arrestation et l'inculpation, on ne peut effectuer aucune démarche légale. Aucune procédure n'est prévue puisqu'on n'est pas inculpé, mais seulement écroué. Vous me suivez? Pendant 1 an et demi, je n'ai rien pu faire. Edouard a été accusé de possession de drogue et de transfert illégal de devises. Durant les premiers mois de son procès, un avocat a insisté pour assurer sa défense. Tous les 14 jours, je me retrouvais au tribunal pour m'entendre dire que l'affaire était renvoyée à 14 jours. Et pendant 3 ou 4 mois, un avocat est venu m'aborder à chaque audience. Il me disait « Je suis un grand professionnel, je peux vous faire libérer sous caution dans 6 à 8 semaines. » Je me suis laissé avoir. Il a commencé par me réclamer 30 000 roupies pour étudier le dossier. Après ça, il m'a demandé entre 70 et 90 000 roupies. Je lui ai donné ce que j'avais, 75 000 roupies, en passant par le Haut-Commissariat britannique. Puis, il a exigé 200 000 roupies pour me faire soi-disant libérer sous caution. Je lui ai demandé combien ça me coûterait au total, et là, il m'a annoncé 3 millions. J'ai su après qu'il appelait ma sœur au Canada et qu'il lui disait « Il dort à même le sol, on le torture, il n'est pas costaud, il va en prendre pour 20 ans, il ne tiendra jamais. Envoyez-moi de l'argent, je suis le seul à pouvoir le sortir de là. » Un stratagème très simple qu'utilisent tous les avocats véreux. Et ils n'arnaquent pas que les étrangers, ils s'en prennent aussi aux Indiens. L'actuel avocat d'Edouard, le dernier d'une longue série, arrive à l'heure. Comment allez-vous? Maître Saxena? À Tihar, les entretiens avec les conseillers juridiques se font obligatoirement en présence d'un directeur adjoint de secteur. C'est la première fois qu'Edouard fait confiance à un avocat. Bonjour. Ça va, monsieur Ellis? Très bien, merci. Alors, depuis le début, c'est une succession d'erreurs techniques. Oui. Je ne savais pas.
Vous ne le saviez pas et vous n'avez pas été bien conseillé non plus. L'accusation porte sur le versement de pots de vin et un transfert de devises qui n'aurait pas été déclaré. L'affaire est simple. C'est à eux de prouver que la saisie a été effectuée dans vos bagages après l'enregistrement. On est presque au bout de nos peines. Le verdict devrait tomber ce mois-ci. Dieu vous bénisse. Voilà plus de 2 semaines qu'Achir est incarcéré. Sa prochaine audience au tribunal est également prévue pour bientôt. Je broie tout le temps du noir. Alors je joue. Au ping-pong par exemple. Ça me calme, ça m'occupe. Mais je suis inquiet pour le 29. Pour le moment, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Peut-être que la détention provisoire sera prolongée. Tout dépend du juge. Ça me déstabilise un peu tout ça. Dans le secteur 2, mitoyen de celui d'Achir, Adbir Singh est quant à lui en procès depuis 14 longues années. Cet homme a infligé au total 37 coups de couteau à 3 victimes. Choqué par ces crimes brutaux, épouvantables et diaboliques, la justice l'a condamné à mort. Quand on m'a lu le jugement, j'ai cru que le sol se dérobait sous mes pieds. Mon corps était comme paralysé. J'avais la gorge sèche et je me suis mis à pleurer. Je ne pouvais plus réfléchir. J'étais hagard. Adbir a passé ses 14 années de prison à essayer d'obtenir une réduction de peine. J'ai d'abord fait appel devant la haute cour, dans l'espoir de me faire entendre. Mais ça n'a rien donné. Je me suis alors tourné vers la Cour suprême et la procédure a duré près de 4 ans. J'étais sûr à 100% que ma condamnation à mort serait commuée en peine de prison à perpétuité. Mais à son grand désarroi, la Cour suprême rejette son pourvoi et confirme le verdict. Manoj Dwivedi dirige le secteur 3, où un détenu attend actuellement sa mise à mort. Lorsque la Cour suprême confirme la sentence et que le président rejette le recours en grâce, un juge ordonne l'exécution. Le directeur de la prison lit l'ordre aux prisonniers, fixe la date de l'exécution dans les 15 jours et le détenu est pendu. Adbir est bouleversé par l'échec de son appel. Tout à coup, un matin, vers 8 heures, je dormais encore. Mes amis sont venus m'annoncer que la Cour suprême avait rejeté mon pourvoi. Je m'en souviens encore. C'était un mardi. Ça m'a fait un choc. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus envie de rien. Avant, j'avais bon appétit. Maintenant, je me contente d'un peu de thé. Tous les recours légaux ayant été épuisés, Adbir sait que le compte à rebours risque de commencer bientôt. Dans le secteur 3, l'administration est actuellement confrontée à un grave problème. Car la violence a encore frappé. Une guerre de gangs a éclaté et une victime s'est retrouvée à l'hôpital. J'ai quitté mon quartier pour un autre. Quand je suis arrivé, 10 gars m'attendaient, des ennemis jurés. Il y en a 4 qui m'ont attrapé et 3 ou 4 autres qui étaient armés de scalpels et de couteaux se sont jetés sur moi. Ils ont commencé par me taillader le dos. Au début, j'ai pu me protéger le visage, mais ils ont fini par me blesser à la joue. Ils m'ont bien lacéré le dos, mais je me suis défendu. Et mon visage n'a pas été trop touché.
les détenus savent où et comment se procurer des armes. On trouve tout sur place. Les caïds se dégotent des armes et ils nous les distribuent. Et nous, à notre tour, on approvisionne les autres. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Les aiguilles, les lames de rasoir et les bandes de métal, ça sert à faire des couteaux. Les gars se fabriquent des matraques avec des barreaux cassés ou des bouts de tuyaux et ils te démolissent avec. On n'est jamais à l'abri. Manoj Dwivedi a décidé de sévir. Une surprise attend les détenus du quartier numéro 8. Cette zone de haute sécurité du secteur 3 abrite de redoutables terroristes et gangsters, surveillés 24 heures sur 24 par des gardes armés. Le directeur ouvre la marche, suivi de plusieurs policiers. Sortez! C'est quoi ça? Fouille corporelle. Les autorités sont à l'affût des trafics dangereux. On a nos propres services de renseignement. En fait, ce sont les détenus eux-mêmes qui nous informent de ce qui se passe. On les surveille de près et, de temps en temps, on effectue une fouille surprise. La cellule est passée au peigne fin. C'est du sel? Même le carrelage peut servir de cachette. C'est quoi? Des herbes médicinales. C'est ok, c'est une deux-bandes. La fouille porte enfin ses fruits. C'est interdit. On peut crever un œil avec ça. Tu l'as piqué chez le tailleur? Tu te crois où? On a trouvé une aiguille. C'est une arme ultra pointue. En l'attachant à un manche en bois, il se fabrique une arme grande comme la main. Il l'utilise comme une lame de rasoir pour taillader les joues, pour couper les paupières et même égorger quelqu'un. Malgré les améliorations de ces dernières années, le travail à Tihar reste très éprouvant. Ma famille s'inquiète pour moi. On n'est jamais en sécurité ici. Si on prend les détenus sur le fait, ou que simplement on monte le ton, elles jurent de se venger, de nous gâcher la vie, en prison, mais aussi à l'extérieur. Elles menacent même de nous tuer parfois. Dans le secteur 3, Achir s'habitue peu à peu à sa nouvelle vie. Ça fait 22 jours que je suis enfermé. Je passe mes journées à discuter avec mes codétenus. On est 4 à manger ensemble, comme à la maison. On joue aussi à des jeux, comme on le ferait à l'extérieur. Ces petites choses, ça aide à oublier. Si on reste assis tout seul toute la journée, ça devient très difficile de tenir le coup. Les jours passent. Voilà un mois qu'Achir est à Tihar. Son affaire va enfin être jugée. Sa femme ayant porté plainte pour non-paiement de la pension alimentaire, il ne sera relaxé que si sa famille a réuni la somme due. Il y a 50% de chances pour que je sois libéré. J'espère que ma mère dira qu'elle est disposée à payer ce que je dois. Mais encore faut-il que l'argent soit disponible. Je n'ai pas parlé avec elle. On verra ça au tribunal. Dans le quartier 5A, Edouard poursuit lui aussi son combat. Mais ce dernier s'annonce ardu, et il le sait. J'en ai peut-être encore pour 1, 2, 3 mois, 1 an, 5 ans, je n'en sais rien. On me dit que c'est bientôt terminé, mais comment savoir? Ça finira quand ça finira. Le moment venu, je sortirai d'ici.
Grâce à Dieu, c'est fini, il ne me doit rien. J'ai la ferme intention d'exploiter toutes les voies légales disponibles. Je compte bien obtenir réparation pour mon incarcération ici, pour toutes les horreurs que j'ai eues à subir et pour les épreuves et les souffrances effroyables endurées par ma famille. Comme Edouard, ils sont nombreux à attendre leur jugement en prison. Et Tihar se voit contrainte de gérer une population carcérale 2 fois trop importante. Le directeur général, Brijesh Kumar Gupta, supervise les travaux d'agrandissement. Grâce au nouveau complexe, notre problème de surpopulation sera complètement réglé. À l'usine, Manu a de bonnes nouvelles à annoncer au directeur. Où en est la production? On s'était fixé un objectif de 500 pièces, les gars en ont fabriqué 700. Vous allez me transmettre le dossier de tous les concernés. Dès que j'ai la possibilité d'accorder des remises de peine, je le fais. À mon arrivée, on sortait 100, 125 bureaux par jour. Puis ça a été 200, 250, 300. On pensait avoir du mal à atteindre les 500 pièces, et hier, on en a sorti 700. C'est énorme. On a créé une véritable économie parallèle ici. On fabrique de la nourriture, on produit des biens, on fait de tout. Adbir veut discuter de sa stratégie avec son oncle, accusé dans la même affaire. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Te bile pas. Je me bile pas, advienne que pourra. Le ciel t'aidera. Ne perds pas espoir. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu déposes une requête? Oui, le 20 ou le 25, ça dépend. Je m'en voudrais toujours. C'est comme si ma vie s'était arrêtée. Je m'en remets à Dieu. Si je dois vivre, je vivrai. Sinon... Un mois après son arrivée à Tihar, Achir est enfin libéré. Je suis rassuré et très heureux de rentrer chez moi. Je n'aurais jamais imaginé faire de la prison un jour. Achir Haroun, tu es libre. On y va. Ne nous oublie pas. Jamais. Non, Achir Kumar. Nom du père, Shri Arun Kumar. Date d'arrivée 29 septembre 2010. Le tribunal a ordonné votre relax. Votre empreinte, s'il vous plaît. Je ferai en sorte de ne jamais retourner en prison. Chaque jour, ils sont environ 200, comme Achir, à marcher vers la liberté. Et à peu près le même nombre à faire le chemin inverse. En attendant l'achèvement du nouveau complexe, des milliers d'hommes et de femmes continueront de vivre et de travailler dans l'effroyable promiscuité de la plus grande prison d'Asie. Tihar est un monde à elle toute seule, un monde décidément bien à part.